Et donc, je crois que le problème que se posent beaucoup de gens aujourd'hui, c'est, voilà, je ne sais pas si on peut avoir confiance en l'euro. On va atteindre les 10% d'inflation. Le franc suisse est quand même limité. La couronne norvégienne est aussi limitée en volume. J'ai réussi à acheter des actions de la couronne norvégienne, des obligations norvégiennes, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est pas... Félicitations. Donc comment on fait avec notre argent, quoi? Comment on fait pour pas se faire prendre dans ce schéma de stagflation qui est inquiétant quand même, hein, qui est très inquiétant. Ouais. Et je ne sais pas si tu as des réponses, toi, sur alors de l'or. Disons que, alors j'ai des réponses, mais il ne faut pas le prendre comme une recommandation, c'est pas un conseil en investissement financier, c'est ce que je peux faire moi, par exemple, et c'est des recommandations globales et générales, hein, on va dire. Après, on peut toujours les adapter. Comme tu disais, c'est sûr que la personne qui avait mis ses euros en francs suisses, ça aurait été un très bon placement entre-temps. Ah ouais. Aujourd'hui, la première recommandation, entre guillemets, c'est évidemment de ne pas laisser dormir l'argent sur ses comptes. Alors, moi, je dis toujours, il faut quand même avoir une partie pour faire face aux imprévus, donc l'équivalent de 6 à 8 mois de salaire. Pourquoi ? Parce que, ok, je préfère perdre un petit peu d'argent à cause de l'inflation, un petit peu beaucoup, mais ne pas me retrouver dans le caca s'il y a un imprévu. Ça arrive, c'est la vie, hein, il y a des aléas. Donc, il faut toujours avoir quand même une réserve, une porte pour la soif. Et c'est pour ça que le livret A peut être pertinent si on laisse une petite partie pour faire face aux imprévus, par exemple. Après, évidemment, il ne faut pas, si on a 50 000 euros sur ses comptes en banque, ça commence à être problématique, quoi. Donc là, même si la bourse chute, ça reste quand même un investissement long terme. Donc après, voilà, pareil, il faut aussi déterminer en fonction de ses objectifs. Si c'est pour placer de l'argent qu'on va retirer dans 2 ans ou dans quelques mois, non, on ne va pas en bourse. Donc il faut l'envisager comme un placement long terme, minimum 5 à 10 ans. Et dans ce cas-là, effectivement, tout ce qui va être bourse, tout ce qui va être placement, investissement, immobilier, même si les prix sont élevés, c'est vrai, malgré tout, je pense que c'est plus intéressant d'être investi dans la bourse, dans l'immobilier, qu'avoir un bout de papier et perdre de l'argent à cause de l'inflation. Enfin, perdre en pouvoir d'achat plutôt. Oui, il faut peut-être mieux avoir un acte de propriété, donc soit d'entreprise avec la bourse, soit si tant est qu'il ne immobilier. t'exproprie pas. Hein. C'est toujours... Oui, alors là... Mais il vaut mieux avoir un acte de propriété qu'un contrat comme des obligations ou un livret... un livret qui sont en fait des obligations. Tout ce qui va être à revenu fixe, quoi, hein, va se faire ronger par l'inflation. Alors que des placements comme des actions qui fluctuent aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même tendu, hein, les marchés. Le Nasdaq, il a perdu, si je ne dis pas de bêtises, le Nasdaq, il a perdu 30%, donc ça fait mal. Hein. Malgré tout, les entreprises, a priori, leur objectif, c'est de créer de la valeur. Donc, et si en plus, c'est des entreprises qui peuvent répercuter cette hausse, effectivement... Oui, non, mais voilà. Bon, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des actions. Bon, l'immobilier, moi, je trouve que c'est surcoté, mais j'ai toujours trouvé que l'immobilier était surcoté, donc je ne suis pas du tout... Et là, le problème, c'est que en fait, tous les ans, c'est trop cher, quoi. Voilà, moi, j'ai toujours trouvé que c'était trop cher. Et après, tu dis, non, mais en fait, c'était pas si cher l'année dernière. Mais bon, je trouve que quand même, on est très, très cher. Et je me demande si le quantitative easing, justement, enfin, l'argent pas cher de la BCE n'est pas allé dans des bulles, et notamment des bulles immobilières, parce que c'était facile d'emprunter, facile d'acheter, et que ça coûtait pas cher. Et j'ai peur qu'on se soit un peu laissé aller. Mais bon, c'est aussi, j'aime pas l'immobilier, donc voilà, c'est une tare que j'ai. Et pour moi, c'est toujours trop cher. Donc voilà, je me trompe peut-être complètement. C'est sûr que quand tu fais baisser les taux, ça coûte moins cher de s'endetter. Donc forcément, a priori, ça fait monter les actifs, hein, puisque c'est une actualisation des revenus, des flux futurs. Hein, c'est économie de base. Forcément, en principe, ça fait monter le prix des actifs. Et tu le vois, quand les taux remontent, généralement, tous les actifs baissent. Tous. Tu as l'or qui peut essayer, parce qu'on le considère comme une valeur refuge. Après, c'est aussi une prophétie auto-réalisatrice. Dans le sens où, comme on considère que c'est une valeur refuge, forcément, tout le monde se réfugie et hop, ça fait monter le prix de l'or. Oui. Voilà, moi, je considère qu'il faut essayer quand même de se diversifier. Il n'y a pas d'actifs mieux que d'autres. Si demain, les taux ils sont à 10%, moi, je vais acheter des obligations aussi. Hein.
Donc, non, mais c'est sûr. Mais... Tout dépend des contextes, essayer de diversifier, mais c'est sûr que si on a des obligations, même si elles payent du rendement, et que c'est un État qui est moyen, moi, généralement, tout ce qui est une relation avec l'État, etc., je suis un petit peu réticent. Je préfère pas acheter des actions d'État, j'en ai pas. Les entreprises, par exemple EDF, tout ça, j'évite. Parce que tu le vois comment ils ont essayé de presser au max EDF, quoi, même avec la reine, tout ça, c'est de la folie, quoi. Oui, puis c'est pas forcément l'État n'a pas le même intérêt que toi en tant qu'investisseur et que bon, c'est toujours un peu limite. Mais on est tout à fait d'accord là-dessus.